Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je voudrais vous parler des lettres persanes de Montesquieu, qui sont parues en 1721. Tout d'abord, qui est Montesquieu? Je vais en parler très rapidement parce que c'est un personnage très connu de la Révolution française, même s'il ne l'a pas connu. C'est un philosophe des Lumières, et il y a des tonnes de biographies qui circulent sur lui. Donc, qu'est-ce que je peux en dire dans le cadre des lettres persanes? Il est né en 1689 et il est mort en 1755. C'est un philosophe des Lumières, comme je viens de le dire, et il a une formation de juriste. C'était un avocat. Mais il s'oriente vers les lettres, il est élu à l'Académie française, et il devient un des philosophes des Lumières les plus connus et les plus reconnus. Alors, qu'est-ce que sont les lettres persanes? Elles sont parues en 1720, et c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire composé de lettres et de correspondants qui s'échangent les lettres. On pourrait le qualifier de polyphonique. Et c'est une révolution dans le genre, parce que, sauf erreur de ma part, un roman épistolaire, c'est sans précédent. À travers ces lettres, il va critiquer la société. Donc, que racontent ces lettres? Elles racontent l'histoire de deux personnages principaux qui sont Usbek et Rika, bien que Usbek soit beaucoup plus mis en avant. Il quitte Ispahan pour rejoindre Paris, et donc il traverse l'Empire ottoman, la Grèce et l'Italie. De mémoire, je me souviens plus trop bien de leur parcours, mais ils traversent l'Empire ottoman, c'est sûr, et l'Italie aussi. Et ils arrivent à Paris en 1712. Donc leur voyage aura pris 1 an. Et les dernières lettres écrites sont écrites dans ce roman en 1720. La période, donc le contexte historique du roman se situe de la période allant de la fin du règne de Louis XIV à la régence de Louis XV. En effet, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 et le duc d'Orléans gouvernera à la place de son petit-fils qui est trop jeune, de son arrière-petit-fils, pardon, qui est trop jeune, qui sera Louis XV. Qui est Louis XV en fait à sa mort, pardon. Donc, au niveau de la critique, parce que c'est un livre, c'est une satire, en fait, c'est une grande satire qui a pour but de critiquer la société française. Quelles sont les principales critiques? C'est pas une analyse en profondeur du livre, c'est juste pour vous donner envie de le lire ou de le découvrir si après vous aimez pas. Donc ça critique tout d'abord le pouvoir, l'administration, le roi, surtout avec la lettre de Usbek ou de Ispahan, je sais plus, de Rika lorsqu'il arrive à Paris. Au niveau de la figure du magicien, le roi apparaît comme un magicien parce qu'il promet de l'argent à ses sujets mais il ne les rembourse pas. Ça peut faire penser aux offices. Parce que le roi, pour être dans l'administration, il fallait payer ce qu'on appelle un office. Et souvent, le roi, finalement, il ne donnait pas l'argent, il était loin à rembourser, on va dire. Et ça fait penser à ça. Il y a aussi une allusion au système de John Law, qui est un Écossais qui eut l'idée sous la Régence pour rembourser la dette de Louis XIV de créer des billets. C'est lui le premier qui a fait de la monnaie papier. Mais le système s'est effondré dans les colonies en 1720 à cause de la spéculation. Donc ça paraît comme de la magie parce que c'est trop en avance sur le temps. Et la preuve entre guillemets que c'est de la magie, que c'est de la sorcellerie, que ça ne marche pas, c'est que ça s'est effondré. Il y a une critique aussi du roi vis-à-vis des guerres, parce que juste avant, pour pouvoir essayer de tenter de rembourser cela, il y a eu de graves guerres en Europe sous Louis XIV. Il y a eu la guerre de Hollande. Après, il y a eu le ravage du Palatinat qui a fait de la rancœur. Il y a eu la Ligue d'Augsbourg, la terrifiante guerre de succession d'Espagne qui a duré 10 ans. Il y a eu un tas de guerres à la fin du règne de Louis XIV qu'il faut rembourser. Donc il est critiqué à ce niveau-là. Critique également du pape, parce que pour son pouvoir temporel, sur ces sujets, c'est un magicien, il dit ce qu'il doit faire. Enfin bref. Critique également, ou plutôt mise en avant, des préjugés d'un Orient fantasmé en Occident. Par exemple, quand il arrive à Paris, il décrit les bâtiments comme immenses. Ça peut faire penser à la tour de Babel. Il y a également, il dit également qu'à Paris, on a l'impression que les bâtiments sont tellement grands que ce sont tous des astronomes. Ça peut faire penser au roi mage dans la Bible, mais également par exemple aux philosophes et aux scientifiques grecs Ératosthène,
qui était astronome et qui se laisse mourir de faim, de mémoire ou de soif, oui, quelque chose du genre, parce qu'il devient aveugle et il ne peut plus observer les étoiles. Ça peut faire penser à ce genre de choses. Critique également des mœurs. Les Français vont trop vite. Les femmes, parce que c'est un persan, il y a un sérail avec des femmes. Les femmes, elles sont découvertes. C'est la débauche. Il y a ça qui est mis en avant. Il y a également ouais, la rapidité. Les Français, ils vont trop vite, ils prennent pas leur temps. Il y a des bousculades, c'est critiqué aussi. Il y a également, au niveau de bousculade, au niveau de la religion, de la noblesse dans un certain sens, surtout au niveau des femmes, et également au niveau scientifique. Donc, l'une des dernières lettres écrites au sujet de Paris, c'est par exemple au niveau de deux savants. Il y en a un qui dit oui, je n'ai pas dit cela, donc c'est pas vrai, et un autre qui dit oui, j'ai dit ça, donc c'est vrai. Il y a également des remèdes, il y a un remède interminable aussi qui m'a marqué à la fin, vers la fin du roman, avec un nom latin assez spécial. Bref, il y a tout genre de choses. Et il y a aussi un autre point, c'est la correspondance d'Uzbek et de Rika avec d'autres protagonistes. Il y a avec d'autres Iraniens, d'autres Persans plutôt, parce que les rangs c'est construit sur la Perse. En Russie, par exemple, il y a un ambassadeur en Russie où il décrit le peuple russe succinctement. Il parle du grand empire des Mongols, de Gengis Khan, qui était immense parce que c'était un grand guerrier et tout ça. Mais finalement, l'empire est tombé peut-être dans la désuétude. Enfin, en tout cas, il n'y a plus tant d'importance parce que il n'y a pas eu d'historiens, ils n'ont pas raconté leur histoire. Donc c'est un pays qui est immense, mais qui n'est pas immense dans l'esprit des gens de lettres, des savants, parce qu'il n'a pas d'histoire, justement. Donc c'est une correspondance assez sympa, parmi tant d'autres. Et il y a également la correspondance avec ces femmes et également les eunuques. Le premier eunuque, donc, c'est une figure sévère. Donc un eunuque, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un homme castré qui sert à Uzbek pour garder ses femmes, pour éviter qu'elle s'adonne au péché, qu'elle le trompe même. Donc il y a une correspondance avec son sérail, qu'il n'a pas revu depuis 10 ans quasiment, vu que les dernières sont écrites en 1720. Et la dernière partie du roman porte justement sur la débauche justement au sérail. Alors tout d'abord, le premier eunuque fait remarquer que ces femmes se délaissent de plus en plus du Uzbek, dans le sens où elles enlèvent leur voile, elles veulent partir, tout ça. Et et également, il y a un jeune homme qui a été repéré dans le sérail, mais qui a réussi à s'échapper. Donc le premier eunuque envoie une lettre à Uzbek. Uzbek, qui est furieux, lui dit tu as tous les pouvoirs, je te donne ma vengeance, quelque chose comme ça, rétablis l'ordre, enfin bref. Sauf que le premier eunuque meurt, et donc il y a une correspondance avec ses esclaves qui s'ensuit. Un nouveau premier eunuque est élu, il s'appelle Selim, je crois, ou Solim, je ne sais plus. Et c'est lui qui va avoir la mission de surveiller ces 5 femmes. Je crois qu'il en a 5 ou 6, je ne sais plus. Enfin bref, c'est lui qui va avoir pour mission de surveiller ces femmes. Et là, il trouve que tout va mal. Il y a un jeune homme qui a voulu lui donner un coup de couteau. Et sa femme, qui était considérée comme ça, sa femme la plus noble, la plus respectueuse, qui s'appelle Roxane, en fait, c'est celle qui a trompé le plus Uzbek. Elle est donc condamnée à mort, elle va être empoisonnée, et le roman se finit là-dessus. C'est très intéressant, c'est très fort, c'est très bien écrit, et on peut se demander, est-ce que alors c'est peut-être de l'anachronisme ce que je vais dire, mais est-ce que finalement Montesquieu c'est pas le précurseur de l'émancipation de la femme? Parce qu'en effet, Uzbek s'absente 10 ans, il envoie très peu de lettres. Alors il me semble qu'il y a un retour dans le temps à la fin, donc c'est pas tellement 10 ans, mais il s'absente très longtemps. Il envoie très peu de lettres à ses femmes, il parle surtout au premier eunuque, en tout cas quand il envoie au sérail, moins à ses femmes. Et on peut se demander si finalement, est-ce que c'est pas un précurseur de l'émancipation des femmes en fait? Peut-être que c'est un anachronisme, ou peut-être un délire de ma part, qui sait, mais bon. Donc voilà, ce que j'en ai pensé, très bien écrit, c'est un beau roman.
Voilà, donc je l'ai beaucoup apprécié. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine.